Maintenant, si on veut faire une gestion de l'ordonnancement en temps réel dans Linux, il faut faire cohabiter les processus. Donc, s'il y a plusieurs, on peut supposer que dans une machine, il y a plusieurs processus qui possiblement fonctionnent dans différents ordonnanceurs. Comment est-ce qu'on peut faire rouler tout ça ensemble? C'est une grande question. Dans le fond, à l'interne, dans Linux, il y a une espèce d'ordonnanceur de base qui va faire le tour des ordonnanceurs. Donc, l'ordre de traitement, c'est d'abord deadline, EDF. Ensuite, c'est round robin. Ensuite, c'est FIFO. Ensuite, c'est CFS. C'est comme ça, dans le fond, on a comme une boucle au-dessus qui appelle chacun des ordonnanceurs pour qu'ils fassent leur travail. Donc, si les processus temps réel consomment toutes les ressources, il n'en restera pas pour CFS et donc il va y avoir de la famine. Il n'y aura pas quoi que ce soit possible. Donc, la possibilité de faire cohabiter des processus réguliers, juste des processus de maintien des structures internes, d'affichage interactif lorsqu'on a un terminal ou une interface graphique, il faut que ça continue de fonctionner. On veut pouvoir faire cohabiter des processus réguliers et des processus temps réel. Donc, juste de pouvoir répondre à la ligne de commande, c'est important. Si tous les processus temps réel consomment entièrement la ressource, ça va bloquer, puis il n'y aura plus rien, l'ordinateur ne répondra plus. Donc, aussi, on peut faire de l'ajustement du débit des processus temps réel, ce qu'on appelle du real-time throttling. Donc, ce qu'on va dire, c'est que dans le fond, pour permettre au processus non temps réel de s'exécuter, on va leur garder une part de CPU. Donc, on va réserver une part du CPU à l'ordonnanceur CFS. Donc, par défaut, dans le fichier /proc, donc le fichier /proc, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas des vrais fichiers, c'est un peu comme dans votre laboratoire 2, c'est des fichiers virtuels qui existent en mémoire. Mais dans ce fichier-là, dans /proc, on est capable d'avoir une valeur, les différentes valeurs, dont les valeurs configuration pour le temps réel. Et donc ici, on va avoir une référence dans /proc 6 kernel sked _rt _period _us. Donc, c'est la valeur d'une période de référence en microsecondes. On va dire, par défaut, par exemple, c'est 1 seconde. Fait qu'on on veut s'assurer qu'on va avoir un certain débit assigné aux différents processus. Fait que par défaut, ce qu'on peut dire, c'est que on se base sur une période de référence de 1 seconde, puis on va assigner 95 donc 0,95 secondes de l'ordonnancement au processus temps réel. Donc, c'est eux qui vont avoir la 95 mais on va se garder un 5 quand même pour les processus réguliers assignés au temps réel, donc des processus comme le terminal ou le kernel et tout ça. Donc, tous les éléments de base qui sont nécessaires de fonctionner si on veut s'assurer que la machine continue de répondre. Donc, c'est comme ça qu'on va réserver 95 au temps réel et 5 processus réguliers. Donc, par défaut, c'est 95,5, ce qui semble être très raisonnable, mais ça peut être modifié au besoin. Dans Linux, les processus peuvent migrer entre les processeurs. Donc, c'est un système dynamique sur multiprocesseur, comme on a vu précédemment. Donc, ça, c'est possible. Si on veut, on peut piner nos processus, on peut les assigner finalement à un processus particulier. On appelle ça l'affinity. Si on fait sked, set affinity, get affinity, l'intérêt, c'est de dire que le processus PID ici, 0, c'est le processus courant, va être assigné à un certain processeur ou à des processeurs. Donc, on a ici juste la taille, la taille de la variable masque. La variable masque, c'est elle vraiment qui nous intéresse. Parce que dans masque, on a un vecteur de bits qui donne l'affinité entre le processus et les processeurs. Fait que par défaut, c'est 1 partout. Si on a 4 processeurs, on va avoir 4 1 au début. Mais si on veut assigner un processus à un seul processeur ou à 2 processeurs, ben, on peut le préciser dans le masque. L'intérêt de ça, c'est de dire que dans votre Raspberry Pi 0, il y a juste un cœur, fait que c'est moins pertinent, mais si on a plusieurs cœurs, comme le Raspberry Pi 3, on a 4 cœurs, on peut dire on va prendre un cœur, on va le dédier à la gestion, à toute l'interactivité, tous les éléments à côté de gestion, mais les 3 autres cœurs vont être dédiés à la tâche précise qu'on leur demande de faire en termes de traiter, traiter l'information.
avec du temps réel, donc avec des tâches temps réel. Donc, on va préserver un processeur, par exemple, pour certaines tâches, puis les autres vont être assignés au reste. Puis là, donc, on peut faire un masque disant tous les processus de gestion sont pinés au processeur 1, puis tous les autres, les processus un peu temps réel, sont pinés au processeur 2, 3, 4, par exemple. Puis laisser l'ordonnanceur gérer ça en épargnant le premier processeur. Aussi, lorsqu'un processus temps réel a terminé sa tâche, il faudrait qu'il cède la main d'exécution. Donc, à un moment donné, il faut avoir une façon de dire j'ai terminé ma tâche, puis je l'ai faite à l'intérieur d'un quantum. Fait que pour céder la main, on a la fonction sched_yield. Donc, en faisant un yield, on va comme céder la main, on va dire j'ai terminé pour cette itération-là. À la prochaine période, je recommencerai. Donc, c'est une fonction qui est très importante parce que ça permet de libérer les ressources dans le sens qu'on ne veut pas que les processus temps réel monopolisent les ressources. Ils sont hautement prioritaires. On veut leur laisser un accès parce que souvent, ça l'exige. Mais une fois qu'ils ont fait leur truc de base, il faut qu'ils libèrent. Et on ne veut pas les conserver. Fait que le yield, entre autres, permet de céder la main, permet de laisser la place. Voici, il y a plusieurs processus qui cohabitent, processus temps réel qui cohabitent. En faisant des yields, on va laisser la place pour que les autres puissent exécuter. Et donc, ça évite la famille, quoique c'est quand même, ça exige une collaboration du développeur, donc c'est un peu plus collaboratif. Ce n'est pas comme avec la préemption où là, on va arrêter n'importe quoi, n'importe quand, se disant qu'on ne peut pas se fier à ce que les gens libèrent ça naturellement. On va utiliser directement on va éviter la famille en faisant un yield, en cédant la main. Donc, lorsque sched_yield est appelé, si on est dans sched FIFO, sched_RR, le processus va être mis en fin de fil, puis on va aller au prochain. Si on a sched_deadline, l'ordonnanceur considère le cycle d'exécution terminé. La tâche sera lancée seulement à la prochaine période, en assignant un 0 à la durée d'exécution restante. Donc, c'est juste pour dire que ça, c'est comme on a terminé le travail, fait qu'on va vraiment faire un yield, puis ça va laisser la main aux autres processus. Puis, lorsqu'on fait des appels d'entrée-sortie bloquants, des read, des write, on cède également la main d'exécution. Donc, ça, c'est vraiment à faire attention. On peut l'oublier, mais aussitôt qu'il y a un read et un write qui est fait, ou un envoi sur socket, par exemple, on peut avoir des grandes surprises parce que l'appel à read et à write implique un yield. Donc, ça implique aussi probablement que, comme on a vu avec sched_deadline, qu'on va être remis à 0 puis on va recommencer après la suite. C'est comme si on avait complété la tâche. Puis ça, ben, c'est problématique. C'est pour ça qu'il faut, autant que possible, éviter de faire des entrées-sorties, de lecture et écriture de fichiers et de réseau avec des processus temps réel parce que c'est très difficile à gérer. On peut les faire avec des processus à côté qui vont être interfacés sur le processus temps réel, mais les processus temps réel, eux, vont faire du traitement. On veut éviter d'accéder aux disques durs, on veut éviter d'accéder au réseau parce qu'on sait que c'est très long, puis on sait qu'on va avoir de la misère à respecter les échéances qu'on s'est données par rapport à nos différents processus. Voilà.